Le fracas métallique déchira l'air. Un cri, puis le silence. Le monde d'Elara Rousseau, marathonienne passionnée, s'écroula en une fraction de seconde. Son corps, autrefois temple de vitesse, devint une prison. L'immobilité remplaça la liberté. Mais dans l'obscurité de l'hôpital, entre bips monotones et regards de pitié, un secret inattendu s'éveillait en elle. Un pouvoir insoupçonné. Comment Elara, brisée, a-t-elle non seulement survécu, mais trouvé une force nouvelle qui allait défier la science et inspirer le monde entier? Cette histoire est une preuve que même dans les ténèbres les plus profondes, l'esprit humain trouve toujours un chemin. Le vacarme des sirènes remplaça la symphonie du mouvement. Le corps d'Elara, jadis puissant, était maintenant une prison de chair brisée. La liberté s'était évaporée. Les jours se confondaient en un gris hospitalier, rythmé par les bips macabres des machines. Les voix des infirmières, leurs regards de pitié, l'ancraient dans une léthargie. Le souvenir du vent sur son visage, de la puissance de ses jambes, hantait son esprit. Maintenant, un gouffre insondable s'ouvrait en elle. La dépression l'étreignait, transformant la marathonienne vibrante en une ombre. Chaque éclat de métal, chaque crissement de pneus de l'accident la ramenait à cette fragilité brutale. La culpabilité la rongeait. Aurait-elle pu l'éviter? Son esprit, autrefois vif, était un champ de ruines. Le docteur Clément Valois, aux yeux d'une infinie compassion, tentait de percer sa carapace. Il parlait de résilience, de petits pas, mais pour Elara, ces mots étaient abstraits face à son corps inerte. Elle se tournait, refusant le contact visuel, son âme repliée, refusait d'accepter sa fin. La douleur physique était constante, mais la rage impuissante rongeait son âme. Ses muscles refusaient d'obéir, une humiliation quotidienne. Puis vint Madame Sylvie Lambert, bénévole, aux mains noueuses et sourire fragile. Elle ne parlait ni de thérapie ni de progrès. Elle tricotait, le doux cliquetis des aiguilles emplissant le silence. Elle racontait des histoires de jardins qui fleurissent après l'hiver, de bateaux qui affrontent les tempêtes, des récits qui, étrangement, réveillaient quelque chose en Elara. Un après-midi, Elara la regarda, les yeux clairs de Madame Lambert, sans pitié, juste une compréhension profonde. « La vie trouve toujours un chemin, ma petite », murmura-t-elle, déposant un carnet vierge sur sa table. Vide, comme sa vie lui semblait être. Elara n'avait pas la force d'écrire, pas même sa colère. Chaque mot, une montagne. Pourtant, l'image de ce carnet silencieux, comme une interrogation muette, restait gravée. Un miroir vide d'un futur possible ou une porte vers l'inconnu. Le papier blanc l'appelait, la défiait. Une infime lueur commença à scintiller. La douleur n'était pas la fin, mais une transition. Madame Lambert avait semé une graine de curiosité, une parcelle d'espoir. La nuit tombait. Elara regarda le carnet, puis la fenêtre. Deux symboles d'un au-delà qu'elle n'osait pas encore affronter. Le vide l'attendait. Mais cette fois, le vide était aussi une page blanche, une toile de potentiel terrifiant et fascinant. L'abîme s'était creusé autour d'Elara. Son corps, naguère vibrant, était une cage de chair brisée. Chaque jour, la douleur, physique et psychologique, marquait le temps. Le regard vide, elle fixait le plafond blanc, les murs beiges, tandis que les bips insistants des moniteurs, autrefois rassurants, étaient devenus une torture silencieuse. La dépression l'étreignait, transformant la marathonienne en une ombre. Les éclairs de l'accident, le métal tordu, le crissement des pneus, hantaient ses pensées. Le docteur Clément Valois parlait de résilience, mais ces mots semblaient abstraits face à l'inertie de son corps. Il se heurtait à un mur de lassitude. Mais Madame Sylvie Lambert était différente. Elle ne parlait ni de thérapie, ni de progrès. Elle s'asseyait près du lit, tricotant. Le doux cliquetis des aiguilles emplissait le silence. Elle racontait des histoires simples, jardins qui fleurissent après l'hiver, bateaux affrontant les tempêtes. Des récits qui, étrangement, réveillaient quelque chose en Elara. Un après-midi, Elara la regarda. Les yeux clairs de Madame Lambert, sans pitié ni jugement, offraient une compréhension profonde.
Parfois, ma chère, quand on ne peut plus avancer par les chemins connus, on doit en créer de nouveaux, même si ce n'est qu'avec le bout des doigts, murmura la vieille femme, sa voix rocailleuse mais douce. Ces mots portaient le poids de l'expérience, une invitation subtile à chercher au-delà. Le carnet en blanc était toujours là, sur sa table de chevet. Et Lara se tourna à nouveau vers la fenêtre, mais son regard glissa vers cet objet immaculé. L'idée de tenir un crayon, de tracer une ligne, de former une pensée lui semblait insurmontable. Sa volonté était brisée, ses doigts refusaient d'obéir. Mais le carnet, un défi silencieux dans l'obscurité, l'appelait. Chaque heure, et Lara le fixait. Il était un rappel de ce qu'elle ne pouvait pas faire, mais aussi, de manière insidieuse, de ce qui pourrait être fait. Une page blanche, un vide. Mais ce vide, pour la première fois, ne semblait pas entièrement hostile. Il était en attente. Un réceptacle pour l'indicible. L'idée de mettre sur papier le tourbillon de douleur commençait à germer, minuscule et fragile. La dépression tenait encore sa proie, mais le carnet avait allumé une étincelle lointaine, une promesse de libération. La question n'était plus si, mais quand. Les jours se muèrent en semaines. Le carnet demeurait là, ses pages blanches, désormais une étrange fascination, une invitation persistante. Chaque matin, dans la pénombre, Lara tentait. Ses doigts atrophiés luttaient contre l'inertie. Le crayon pesait des tonnes. Crampes, tremblements, larmes de frustration. Elle échouait encore et encore. Mais l'échec n'était plus une fin, juste une pause. L'image de Madame Lambert, sereine, ressurgissait. « Petit à petit, ma petite, » murmurait la vieille femme, « même une montagne s'érode. » La présence de Madame Lambert devint un rituel apaisant. Chaque après-midi, elle partageait des fragments du monde extérieur. La lumière du soleil sur les feuilles, l'odeur du pain frais, les rires d'enfants. Des détails qui, lentement, réveillaient en Lara une connexion ténue avec la vie. Madame Lambert apportait de petits présents. Une fleur, du thé, des gestes de tendresse pure, des bouées de sauvetage dans l'océan de son isolement. Un soir, la solitude devint insupportable. L'écho de ses pensées était une torture. Et Lara regarda le carnet, un vide, puis la douleur, si intense, si viscérale, qu'elle chercha désespérément un exutoire. Ses doigts, mus par une rage froide, s'accrochèrent au crayon. Cette fois, pas de tremblement, seulement une détermination farouche. Lentement, la pointe du crayon toucha le papier. Un frisson, c'était un trait, pas une lettre, juste une ligne tremblante, une cicatrice, un murmure. La ligne s'étira, se tordit, se brisa. Elle dessinait une forme informe, un nuage sombre crachant des éclairs. Sa colère, sa frustration, sa peine projetée sur le papier. Les larmes coulaient, non de désespoir, mais d'une étrange libération, brutale, crue. Le docteur Valois passa lors de sa ronde de nuit. Il la trouva immobile, le crayon serré, le carnet ouvert sur la page noircie de traits chaotiques. Un hochement de tête, un sourire infime. Il comprenait, au petit matin, exténué mais libéré d'une partie de son fardeau, et Lara dormit enfin sans cauchemar. Le carnet était là, froissé, marqué par l'encre et les larmes. La page blanche, jadis une moquerie, était devenue un champ de bataille, une toile de son âme torturée. Elle ne savait pas ce qu'elle écrirait, ni si ce seraient des mots, mais elle avait trouvé une voie, un chemin, un pouvoir insoupçonné. Le silence de la chambre n'était plus assourdissant. Il était en attente. Les jours suivants furent une alternance de batailles silencieuses et de victoires minuscules. Chaque ligne tracée par Lara était une expiration de son âme torturée, un souffle arraché à l'emprise de la dépression. Ses doigts apprenaient à danser sur le papier, guidés par une nouvelle force, une urgence impalpable de s'exprimer. Ce n'étaient pas encore des mots, mais des constellations de points, de tirets, de cercles qui, étrangement, racontaient son histoire. Le carnet devenait son confident, témoin de son chaos intérieur et de la résilience insoupçonnée qui germait. Le docteur Clément Valois,
observateur attentif, remarquait les changements subtils. Et Lara restait silencieuse, mais une intensité nouvelle habitait son regard lorsqu'elle tenait le carnet. Il ne la pressait pas de parler, comprenant que l'écriture était sa seule communication. Il ajusta la rééducation de ses mains, sachant que chaque exercice renforçait aussi sa capacité à écrire. Son aide était discrète, presque invisible. Madame Sylvie Lambert continuait de tisser son filet de tendresse. Ses histoires prenaient une résonance particulière, parlant d'athlètes qui avaient trouvé une nouvelle voie après des blessures, de persévérance au-delà du corps. Il y a des douleurs qui ne peuvent être dites, Lara, seulement ressenties et parfois offertes au papier, chuchota-t-elle, lui offrant de nouveaux crayons de couleur. C'était une invitation à explorer, à colorer son vide. Une brèche s'ouvrait. Les nuits d'Elara étaient toujours peuplées de fantômes de l'accident, mais la lumière de la lune éclairait son carnet. La rage de l'inspecteur Antoine Girard, non contre elle, mais contre l'injustice du monde, avait ravivé la flamme de la justice et de la vérité. Elara sentait le besoin de comprendre ce qui s'était passé. Le chaos de ses dessins commença à s'organiser. Des mots surgirent, hésitants, mal formés, peur, vide, pourquoi moi? C'était un processus lent, ardu. Chaque mot était une lutte, une victoire sur le mutisme forcé. Elle ne traçait pas des récits, mais des éclairs de conscience. Le carnet se remplissait, page après page, de cette écriture cryptique. Un jour, en regardant ses propres écrits, une prise de conscience brutale la frappa. Elle ne décrivait pas le passé, mais construisait un présent, un nouveau elle. La douleur persistait, mais l'acte d'écrire était un acte de création, une affirmation de son existence. Le carnet n'était plus un réceptacle. Il était devenu un miroir, reflétant ce qu'elle était en train de trouver. Le silence autour d'elle, désormais, n'était plus vide. Il était rempli des échos de ses propres mots, attendant le prochain souffle. Le carnet, autrefois vide, était devenu le réceptacle des fragments de l'âme d'Elara, chaque page une cicatrice, de simples gribouillis à une écriture imparfaite mais intentionnelle, comme une nouvelle langue. Elle y déversait ses peurs sombres, l'oubli, la vie perdue, l'insuffisance, mais aussi ses espoirs fragiles, les murmures d'un futur possible. Le docteur Clément Valois notait l'amélioration de son humeur. Le carnet était sa thérapie. Il lui apporta un livre sur la graphothérapie. Ce n'est pas seulement pour la main, Elara, c'est pour l'esprit. Il lui parla de patients ayant surmonté des traumatismes en transformant le chaos en narration, lui offrant des outils pour affiner son processus sans la forcer à parler. Madame Sylvie Lambert sentait le changement. Un après-midi, elle raconta l'histoire de sa grand-mère, survivante de guerre, qui écrivait des poèmes secrets sur des chutes de tissu. Les mots ont un pouvoir, Elara, même ceux que personne ne lira. Ils donnent forme à ce qui est informe. Ses paroles eurent un écho particulier. Son écriture n'était pas vaine. Les nuits restaient un champ de bataille, mais les images de l'accident s'estompaient. L'inspecteur Antoine Girard revint, pas pour l'enquête, mais par curiosité. Il la trouva plongée dans son carnet. Il lui raconta l'histoire d'un athlète blessé qui trouva un nouveau but en entraînant d'autres. Parfois, le vrai crime, mademoiselle Rousseau, c'est de se laisser vaincre par son propre destin, et votre carnet, il semble être votre arme. Les mots de Girard la frappèrent. Une arme. Chaque trait, un coup à son désespoir. Les symboles fusionnèrent en mots réels, force, espoir, vie. C'était une lente ascension. Le carnet devint un miroir, reflétant son chemin. Le mystère de sa résilience se dévoilait page après page, sous la lueur tremblante de la lampe, un secret murmuré promettant de transformer la tragédie en une opportunité inattendue. Les jours glissaient, portés par la rééducation physique et la douce écriture, et Lara trouvait dans son carnet un réconfort, une voix intérieure retrouvée. Ces pages contenaient maintenant mots et phrases entières, nées des profondeurs de son âme. Chaque mot achevé, une petite victoire. Elle écrivait sur ses souvenirs d'avant. La course, la vitesse, les sons qui lui manquaient, rires d'amis, clapotis, rythme de ses pas.
Le docteur Clément Valois ne se contentait plus des progrès physiques. Il parlait, écoutait les nuances de sa voix, les éclairs dans ses yeux. Sa guérison ne serait pas seulement physique. Il l'encourageait à verbaliser, à transformer ses écrits en discussions. « Et Lara, dit-il, vos mots ont une force. Ne les gardez pas seulement pour vous. » Il suggéra un groupe de soutien, mais Elara, encore trop fragile, refusa. Valois respecta son choix, la patience étant la clé. Madame Sylvie Lambert restait un pilier silencieux. Ses histoires parlaient de résilience, de dépassement de soi. Un jour, elle lui apporta un petit harmonica, simple à manipuler. « Parfois, la voix du corps est blessée, ma chère, mais l'âme peut toujours trouver son rythme, » murmura-t-elle. Elara le prit, mais ne put le jouer. L'instrument resta sur sa table de chevet, un nouveau défi. L'inspecteur Antoine Girard revint. L'enquête sur l'accident avait mis en lumière des zones d'ombre sur l'autre conducteur. Girard, percevant la force nouvelle d'Elara, lui demanda si elle souhaitait témoigner. « Votre voix, mademoiselle Rousseau, même par écrit, peut faire une différence, » dit-il, son regard grave sur le carnet. La perspective de la justice, de donner un sens à son traumatisme, infusa son écriture d'une nouvelle détermination. Les pages du carnet se noircissaient de récits plus structurés. Elle écrivait pour comprendre et en comprenant, elle se libérait. Un après-midi, en pleine séance de physiothérapie, un son inattendu s'échappa de ses lèvres. Un souffle rythmique, un simple air fredonné, sans parole, résonnant avec ses mots écrits. Le docteur Valois et madame Lambert échangèrent un regard ému. Le rythme n'était pas mort en elle, le carnet était un pont, et sa respiration une preuve vivante de sa transformation. L'harmonica sur la table de chevet était un symbole du rythme renaissant. Chaque jour, Elara tentait un son, une note hésitante, explorant les limites de son souffle, le nouveau langage de son corps. La physiothérapie, autrefois une corvée insupportable, était désormais une mission. Chaque exercice de motricité fine, chaque mouvement de ses doigts atrophiés était dédié à la quête de cette force perdue, de cette capacité à ressentir le mouvement et le rythme qui la définissait tant. Le carnet se remplissait de nouvelles compositions, des poèmes, des fragments de ce qui deviendrait sa vérité. Le docteur Clément Valois observait avec une satisfaction discrète. Les signes de dépression s'estompaient, remplacés par une détermination farouche. Il percevait qu'Elara avait trouvé son propre chemin de guérison, un chemin bien au-delà des protocoles médicaux habituels. Il lui apporta des enregistrements d'autres athlètes qui avaient trouvé des moyens innovants de continuer à s'exprimer après des blessures, des danseurs qui utilisaient leurs bras avec une nouvelle grâce, des coureurs qui inspiraient par leur esprit indomptable. « La force ne se limite pas aux jambes, Elara, » lui dit-il. « Elle vient de l'esprit, du cœur. » Ces histoires inspiraient Elara, lui montrant qu'il n'y avait pas de limite à la réinvention. Madame Sylvie Lambert continuait d'être l'âme du soutien. Elle écoutait les nouveaux sons qu'Elara tentait, ses yeux brillants de fierté. Elle parlait moins, mais sa présence était une affirmation silencieuse de la beauté de la persévérance. Un après-midi, elle lui apporta de l'encre colorée, des bleus profonds, des verts apaisants. « Pour que tes mots soient aussi beaux que ton courage, ma petite », murmura-t-elle, son geste un encouragement à explorer au-delà de la simplicité. Elara regarda l'encre, des possibilités infinies s'ouvrant devant elle. La visite de l'inspecteur Antoine Girard fut un tournant. Il vint non pas pour l'enquête, mais pour lui annoncer que l'autre conducteur avait finalement été inculpé. La justice, lente et implacable, avançait. « Mademoiselle Rousseau, » commença-t-il, son ton grave mais respectueux, « votre témoignage, même si vous n'avez pas vu l'instant exact, est crucial. Votre récit de ce que vous avez traversé, de ce que cet accident a fait à votre vie, c'est une preuve humaine. » Il ne lui demanda pas de raconter l'accident, mais de partager la conséquence de l'accident. La voix d'Elara, encore hésitante verbalement, portait le poids de sa souffrance et de sa résilience. Elle savait que c'était le moment, non pas seulement pour la justice, mais pour elle-même. Le jour du témoignage arriva, lourd de tension.
Et Lara fut transportée au tribunal, l'atmosphère étouffante, chargée d'attente. Elle était nerveuse, le cœur battant à tout rompre. Le docteur Valois était là, ainsi que Madame Lambert, leur présence silencieuse un baume. Elle ne put se lever, mais sa voix, amplifiée par le microphone, résonna dans la salle. Elle ne parla pas des détails mécaniques de l'accident, mais de la vie qu'il avait brisée et de celle qu'elle était en train de reconstruire. Elle décrivit la douleur, le désespoir, les nuits sans sommeil, le vide. Puis, elle parla du carnet, de Madame Lambert, du docteur Valois et de la force inattendue qu'elle avait trouvée dans les mots, dans les rythmes qu'elle composait dans sa tête avec l'harmonica. Sa voix trembla, mais elle ne rompit pas. « Je ne pourrai peut-être plus jamais courir, dit-elle, les larmes coulant librement, mais j'ai trouvé une nouvelle façon d'avancer, avec des mots, avec le souffle. Je ne suis pas une victime. Je suis une survivante, et ma vie, elle continue, différemment, mais elle continue. » Un silence profond envahit la salle. Ce n'était pas un témoignage, c'était une symphonie de résilience, une preuve irréfutable de l'indomptable esprit humain. Le verdict tomba, lourd de justice mais léger d'une paix retrouvée. L'autre conducteur fut reconnu coupable, la vie d'Elara Rousseau validée, non comme une tragédie gratuite, mais comme un point de départ pour une résilience inimaginable. Le tribunal fut le théâtre d'une catharsis collective, le public et même les jurés touchés par la force brute de son témoignage. Elara ne ressentait pas de triomphe, seulement un apaisement. La justice avait été rendue, mais sa véritable victoire n'était pas là. Elle était dans le chemin parcouru, dans chaque mot écrit, chaque note tentée. Elle quitta l'hôpital quelques semaines plus tard, non pas guérie physiquement, mais transformée. Le fauteuil roulant était sa nouvelle réalité, mais ses mains, renforcées par l'écriture et la pratique de l'harmonica, étaient ses nouvelles ailes. Le docteur Clément Valois, à son chevet pour le départ, l'observa avec une fierté paternelle. « Vous avez prouvé, Elara, dit-il, que l'esprit humain est le plus grand des guérisseurs. Votre cas sera une étude, une inspiration. » Il lui offrit un recueil de poèmes, un geste symbolique de son admiration pour sa nouvelle voix. Leur relation née de la tragédie était devenue un lien profond de respect mutuel. Madame Sylvie Lambert l'attendait à l'extérieur, son foulard coloré vibrant sous le soleil. Elle ne dit rien de plus que « Bienvenue à la maison, ma petite ». Mais dans ses yeux, Elara vit l'amour inconditionnel et la joie silencieuse. Madame Lambert devint sa compagne de tous les jours, l'aidant dans les tâches quotidiennes, mais surtout continuant de l'inspirer par sa sagesse tranquille. Ensemble, elles transformèrent un coin de la maison d'Elara en un petit studio d'écriture et de musique, un sanctuaire où les mots et les mélodies pouvaient s'épanouir. L'inspecteur Antoine Girard, bien qu'il ait clôturé l'affaire, continua à prendre des nouvelles d'Elara. Il était fasciné par sa capacité à transformer l'horreur en une force créative. Il lui envoya des coupures de journaux sur d'autres histoires de résilience, une façon de reconnaître le rôle qu'elle jouait désormais, sans le savoir, en tant que figure d'inspiration. « Votre courage est contagieux, mademoiselle Rousseau », écrivit-il dans une courte note. Ces mots, d'un homme habitué à la noirceur de l'âme humaine, avaient un poids particulier. Elara comprit que même dans les recoins les plus sombres, la lumière pouvait jaillir. Les mois passèrent. Elara ne marcha jamais plus, mais elle courut. Elle courut à travers les pages de ses carnets, remplissant des dizaines de volumes de récits, de poèmes, de mélodies. Ses compositions à l'harmonica devinrent de plus en plus complexes, de plus en plus émotionnelles, reflétant les profondeurs de son expérience. Elle commença à partager son travail en ligne, modestement au début, puis avec une confiance croissante. Ces histoires de résilience, de perte, de découverte de soi résonnèrent auprès d'un public inattendu. Des messages affluaient, des témoignages de personnes touchées par son courage, inspirées par sa capacité à transformer la tragédie en opportunité. Son journal intime devint une source d'inspiration collective. La transformation était complète. L'accident qui aurait pu la détruire avait, paradoxalement,
révélé un pouvoir qu'elle ignorait posséder. Elle était devenue une conteuse, une musicienne, une voix pour ceux qui luttaient dans le silence. La marathonienne qu'elle avait été était morte sur la route, mais une écrivaine et harmoniciste était née de ses cendres, plus forte, plus profonde et paradoxalement plus libre que jamais. Et c'est ainsi que se tisse l'étoffe des âmes résilientes. L'histoire d'Elara Rousseau n'est qu'un fil parmi tant d'autres dans le grand tableau de la force humaine face à l'inconnu. Chez Histoire médicale émouvante, nous plongeons au cœur de ces récits poignants, explorant les complexités, les mystères et l'indomptable esprit qui refuse de se briser. Chaque histoire est une leçon, une lumière dans l'obscurité, un témoignage que même dans la perte la plus profonde, une nouvelle voie vers la plénitude peut s'ouvrir. Ces parcours, souvent sombres, sont pourtant remplis d'une lueur d'espoir qui défie toute compréhension. Si l'histoire d'Elara a touché votre âme, si elle a résonné en vous, alors vous êtes au bon endroit. Nous vous invitons à faire partie de notre communauté, à explorer avec nous les confins de l'expérience humaine. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo si elle vous a ému et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dites-nous aussi en commentaire de quel pays et de quelle ville vous nous regardez. Votre présence donne un sens profond à notre mission. Rejoignez-nous et continuons ensemble à découvrir ces histoires qui transforment la tragédie en opportunité, libérant la dopamine de l'émotion pure à chaque nouvelle révélation.